En fait, ça consiste aujourd'hui, le débat parlementaire, à mettre un coup de poinçon, le sceau, S-C-E-A-U, hein, un coup de poinçon sur ce qui sort de l'Assemblée, sur ce qui sort du Parlement, qui est simplement, mot pour mot, ce que voulait Macron. C'est-à-dire on donne une légitimité républicaine sous le prétexte d'un débat qui n'a pas lieu à ce qu'a annoncé Macron dans sa campagne des élections présidentielles. Voilà ce qui est en train de se passer. Et cette politique qui est conduite aujourd'hui par Macron, moi je dis, quand on m'interroge sur Macron, ce n'est pas le bonhomme qui m'intéresse. Je ne porte jamais de jugement moral sur les gens. Je ne vais pas dire Macron, oui c'est une saloperie, Macron c'est un pervers, Macron c'est ci, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas l'individu. On n'a pas apporté d'appréciation sur l'individu, même si on dit c'est le président des riches, ce qui est vrai, mais ce n'est pas un jugement moral qu'on porte. Mais derrière tout ça, c'est la mise en œuvre d'une politique, qui est une politique réfléchie, c'est une politique qui vient de loin, c'est une politique qui a déjà été mise en œuvre sous des formes différentes en Allemagne, en Angleterre avec Thatcher, qui est portée par des économistes, qui sont des économistes ultralibéraux, qui a marqué la politique de pays d'Europe du Nord, qui fait en sorte qu'on considère qu'on met au centre de la société le libéralisme, les marchés financiers, le pouvoir de l'argent, en considérant, parce que c'est une analyse, ça c'est, encore une fois, c'est pas quelque chose pour faire du mal, vous voyez ce que je veux dire, c'est considérer, dans cette analyse-là, qu'en menant cette politique, en servant les riches, qu'on arrivera à créer un développement de l'ensemble de la société, et qu'on tirera la société vers le haut en apportant à ceux qui détiennent la richesse. C'est la question, dans son interview, il a parlé des premiers de cordée. Il a dit, les premiers de cordée, ils tirent, et donc ça va profiter à l'ensemble. Alors, pendant la campagne des présidentielles, il l'exprimait différemment, mais c'est la même chose. C'est fondamentalement cette conception politique d'un libéralisme, considérer que le libéralisme, c'est ça qui doit organiser la société et qui doit diriger toute la politique de la société. Et alors, on nous cite, bien sûr, derrière tout ça, des résultats qui, soi-disant, auraient été obtenus dans des pays comme l'Allemagne ou comme en Angleterre. Mais quand on regarde de près, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est, par exemple, on est dans un pays, il n'y a pas de chômage. Certes, si on regarde le chiffre du chômage, le pourcentage du chômage, comme nous, on peut l'interpréter, eux, ils considèrent, par exemple, en Angleterre ou en Allemagne qu'il y a peu de chômage, mais c'est une société qui est faite d'un travail précarisé. Avec des contrats court terme, avec des contrats donc à durée déterminée, sans aucune protection du salarié, où on considère que le salarié, on le prend puis on le jette. C'est une société en définitive qui pour des raisons économiques, où on tire vers le bas ce qu'on appelle le coût du travail, on tire vers le bas, et en fait on crée une société complètement désorganisée, sans protection des salariés, où celui qui a l'outil de travail a tous les pouvoirs en quelque sorte, au nom de la rentabilité, au nom de la compétitivité. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est uniquement la compétitivité, c'est uniquement la rentabilité. On passe sous silence ce que l'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire ce que coûte l'argent. L'argent qui sert à la spéculation et qui, en fait, tue l'économie réelle. L'argent que l'on tire et que l'on utilise à la bourse, en prenant des actions, en vendant, mais au millième de seconde, enfin on ne peut même pas l'imaginer à quel point, comment ça se déroule, ou qui part dans des paradis fiscaux, par des artifices, où on évalue à peu près entre 60 et 80 milliards d'euros par an de l'argent de France qui part dans des paradis fiscaux, sans qu'on ait la maîtrise et la volonté de maîtriser ce flux-là. Et donc, il y a donc cette société, et les gens, on leur a mis dans la tête, pour le moment, que les choses allaient s'améliorer de cette façon. Il ne faut pas croire qu'ils changent aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on dit, il y a deux conceptions de la politique. Il y a la conception qui consiste à dire qu'il faut des grands coups de gueule, il faut des grands coups médiatiques, et on va s'appuyer sur la colère. Ça, voilà, il y a ça, c'est vrai, c'est un peu... C'est ce que j'écoutais ce matin à France Inter, c'est ce qui est utilisé d'ailleurs par les Insoumis, c'est un peu ça, c'est une politique du coup, de la colère, on exploite beaucoup la colère, on l'a beaucoup fait nous aussi, on le fait d'ailleurs aussi. Mais je pense que si on en reste là, c'est pas bien, parce que nous on pense qu'il faut au contraire, en plus, donner les explications,
montrer pourquoi la société elle est comme ça, et faire des propositions qui sont des propositions d'autres perspectives. Donc dans le livre, il y a d'une part, dans chaque chapitre, je décortique le programme de Macron, je montre à quel point il est réactionnaire, conservateur, ultralibéral. Oui, tu sens que j'ai soif. Et après, j'essaie de dresser des perspectives politiques pour montrer qu'on peut faire une autre politique. Et donc, ce que fait Macron aujourd'hui, il ne trompe pas son monde. Il applique ce qu'il avait annoncé. Et vous savez, le meilleur révélateur que l'on a d'une politique, c'est le budget. Donc, quand on a découvert le budget 2018, dont la discussion est en train de se terminer là, cette semaine, hein, au retour du Sénat, quand on a découvert le budget 2018, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de ce genre, puisque j'avais travaillé ça dans les différents chapitres du livre. Mais alors on n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. On a fait le calcul, déjà les cadeaux, depuis des décennies. Hein, petit à petit, cette politique-là, elle a été mise en œuvre, elle s'est amplifiée avec Hollande, votre voisin, mais Hollande, lui, il avait le libéralisme honteux, alors que Macron, il a le libéralisme conquérant. Non, c'est ça. Donc le chemin a été ouvert, Par exemple, avec le CICE, ces cadeaux qu'on fait aux entreprises tous les ans, le CICE, il a été créé en 2013. Hein, en 2013, il avait coûté 6,2 milliards d'euros. On avait inscrit dans le budget en 2013 sur le crédit impôt compétitivité, emploi. En fait, c'était, au lieu de baisser les cotisations sociales, on donnait de l'argent aux entreprises, en gros, pour schématiser. Hein. C'était pour remplacer la baisse de cotisation sociale. En 2013, c'était 6,2 milliards d'euros. Cette année, c'est 21 milliards d'euros. 21 milliards d'euros qui sont déversés aux entreprises sans contrepartie de création d'emplois. On a du mal à faire un calcul parce qu'ils disent ça sauve des emplois, ça crée des emplois. En gros, on a estimé, je crois que c'est entre 200 et 300 000 euros l'emploi. Mais vous vous rendez compte, c'est de la folie, quoi. Avec ça, on pourrait créer de l'activité au niveau des services publics, au niveau des scopes. Mais voilà. Donc ça amplifie cette politique qui est conduite. Vous avez par exemple le crédit impôt recherche qui est soi-disant fait donné aux entreprises pour favoriser l'innovation, pour faire de la recherche, pour pouvoir se développer sur les marchés, notamment les marchés internationaux. C'est 5,8 milliards d'euros sur le budget de cette année qui est donné. Et le problème que l'on a, c'est que cette politique-là, en faveur directe des entreprises qui s'appuient sur ce choix économique, hein, où on considère qu'il faut servir l'entreprise pour qu'elle soit compétitive, ça s'appuie, et c'est ça qui est terrible, de cadeaux qui sont des cadeaux fiscaux faits aux individus. Ce n'est pas seulement l'entreprise en tant que telle qui est servie, mais c'est les individus. Quand vous pensez que l'impôt, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est un cadeau de 3,2 milliards d'euros. 3,2 milliards d'euros. Et si bien qu'au final, on avait des chiffres qu'on a rendus publics, au final, des gros patrons qui payaient l'impôt sur la fortune et qui aujourd'hui ne paieront que l'impôt sur l'immobilier, sur ce qu'ils peuvent profiter en immobilier, eh bien, un patron qui allait payer, j'ai les chiffres ici, je prends un exemple. Vous avez un patron de PME, c'est des chiffres qui s'appuient sur la réalité, hein, qui a un bien immobilier d'1 million d'euros. Bien immobilier, 1 million d'euros. Vous voyez ce que ça peut représenter, hein, et qui a 3 millions d'euros d'actions. 3 millions d'euros d'actions. Il payait avec l'ISF tel que c'était jusqu'à maintenant, il payait 25 700 euros. Là, il perd à zéro. Il perd à zéro parce qu'on supprime l'impôt qui est l'impôt sur les actions, sur la fortune en actions, et on ne conserve que sur l'immobilier, et ça doit être 1,2 million, je crois. 1,2 million. Et donc le gars, il a 1 million, donc il ne paye plus rien. Il est exonéré. C'est ça. On a pris l'exemple d'un PDG d'une grande entreprise du CAC 40, qui a un bien immobilier d'1,5 million d'euros. Je ne sais pas si c'est un hôtel particulier à Paris, ça peut-être, je ne sais pas. Hein. 1,5 million d'euros. Et qui avait 15 millions d'euros de valeur mobilière. Actions, toutes des valeurs qu'il peut avoir, notamment au niveau financier.
Actuellement, enfin, il payait jusqu'à maintenant 195 700 euros. 195 700 euros. Il paiera 3 900 euros. C'est-à-dire que cette politique est mise en œuvre, c'est non seulement une politique qui, au niveau économique, enrichit et donnée aux entreprises, au nom de la compétitivité et pour être au niveau de la concurrence internationale, le miroir aux alouettes de la concurrence, mais en même temps, c'est des cadeaux directs qui sont faits aux plus riches. Et donc on a aussi, il y a par exemple la taxe unique à 30%. Alors, la taxe unique, c'est qu'on payait, c'est une taxe sur les produits financiers qui était progressive. C'est-à-dire que c'était plus vous aviez de produits, plus la taxe augmentait. Eh bien, donc ceux qui avaient beaucoup de produits financiers payaient davantage, bien évidemment, puisque c'était progressif. Et ils l'ont rendu unitaire, 30%. C'est-à-dire que c'est un cadeau qui est estimé là aussi à 1,9 milliard d'euros. En rendant, en mettant une taxe unique à 30%, en lui enlevant le côté progressif qui fait qu'on augmente le pourcentage au fur et à mesure que la somme augmente, eh bien un cadeau d'1,9 milliard d'impôts. Les transactions financières, taxe sur les transactions financières, j'en discutais tout à l'heure, cette taxe sur les transactions financières, il était prévu cette année qu'on la calcule différemment. Alors c'est un peu complexe, c'est une taxe, un pourcentage 0,03% qu'on paye sur toutes les ventes d'actions, toutes les transactions financières. Or, cette taxe, elle est calculée sur 24 heures, et l'objectif cette année, c'était de la calculer au fur et à mesure qu'il y a des transactions. Et comme il y en a une ribambelle par jour, eh ben, ils ont supprimé le changement, le périmètre sur lequel on prélève la taxe, ils ont maintenu ce qui était avant, alors qu'on avait pris la décision l'an dernier de le changer, cadeau 2 milliards d'euros. Les impôts sur les sociétés, cadeau 1,2 milliard d'euros. Il y a d'autres exemples qui sont moindres et tout ça, mais ce qui veut dire qu'on a fait le calcul, on a 12,4 milliards d'euros de cadeaux fiscaux, rien que les cadeaux fiscaux, qui sont faits cette année en plus aux plus riches, en plus de ce que je vous disais tout à l'heure, au titre du CICE ou du crédit impôt recherche. Donc nous, on a décortiqué ça, on a rendu ça public, donc, et c'est Fabien Roussel qui a porté ça. Je vous assure, quand je dis qu'on a une équipe de députés formidable, il faut voir, hein, ça dégage. Hein. Ça dégage. Et donc ça allait très vite. On a dit on va faire un contre-budget. C'est pas vraiment un contre-budget, c'est des mesures alternatives. Et nous, au contraire, on a expliqué qu'en supprimant tout ça, en supprimant le CICE, en le remplaçant par autre chose, on était en mesure de répondre aux besoins de nos concitoyens. Et on a chiffré, par exemple, ce que pourrait coûter le rétablissement des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Hein, par exemple, la baisse de la TVA, l'annulation de la hausse de la CSG, le rétablissement d'un IPAR des veufs et veuves. Là, on est rentré dans le détail par rapport à ça, des aides qu'on pourrait apporter à l'artisanat et au commerce, ce qu'il y a besoin pour l'école, pour les hôpitaux. On a chiffré tout ça, et en définitive, on a équilibré la réponse aux besoins en supprimant les cadeaux fiscaux qui sont faits aux plus riches. C'est ça ce qu'on a essayé de démontrer, qu'on essaie de porter. L'idée, c'est de montrer qu'on peut mettre en œuvre une autre politique que celle qui est mise en œuvre aujourd'hui. Mais je viens encore dire autre chose.